Cette histoire se déroule en juin 2020. Pour un peu de contexte, je suis un homme qui vit dans une petite ville du sud et je dormais chez ma tante pour le week-end. Ce samedi, ma cousine me proposa d'aller à Walmart avec elle. J'acceptais et on s'y rendit. On devait faire quelques courses et après presque 15 minutes de shopping, ma cousine me dit « Je crois que quelqu'un nous suit ». Je me tournai pour voir un homme qui avait l'air d'avoir la trentaine. Il tenait son téléphone dans la main. À ce moment-là, je ne savais pas s'il la prenait en photo ou s'il était juste sur Internet. Mais le téléphone était légèrement tourné vers ma cousine. Je jure que j'entendais le bruit que fait un appareil photo derrière nous. Je me tournai et vis le même type qu'avant. Je lui demandais pourquoi il prenait des photos de ma cousine, mais il m'ignora. Je demandai alors à ma cousine si elle en avait encore pour longtemps. Il reste que 2-3 trucs sur la liste, répondit-elle. On récupéra les dernières choses avant de se diriger vers les caisses automatiques. Alors que ma cousine glissait sa carte dans la machine, je tournai par hasard la tête à droite et vis l'homme qui photographiait ma cousine, juste là. On paya alors les courses avant de partir rapidement. Et environ 5 minutes plus tard, je remarquai qu'un minivan gris nous suivait. Je décidai de regarder un peu plus attentivement et vis l'homme du Walmart au volant. Je mis ma cousine au courant et elle se mit à rouler à toute allure, en tournant au hasard jusqu'enfin réussir à le semer. Je dis à ma cousine de rentrer à la maison et par chance, il ne nous retrouva pas. Il me fallut au moins 5 mois pour convaincre ma cousine de retourner à ce Walmart. Et lorsqu'enfin on y retourna, on ne le vit pas. Ma mère travaillait à Walmart et se faisait harceler par un employé. Le gars était un dur à cuire typique. Il avait quand même proposé à ma mère de nous mettre une raclée à mon frère et moi et de nous mettre dehors quand il a appris qu'elle était veuve et que mon frère et moi avions du mal à trouver du travail. Cela aurait probablement été un mauvais pari de sa part, car mon frère et moi travaillions régulièrement dans les bois et déplacions beaucoup de choses lourdes pour les gens. Il faisait régulièrement des commentaires qui faisaient vraiment flipper ma mère et je lui disais de le signaler à son patron. Un soir, ma mère me laissa emprunter son pick-up, alors je la déposai au boulot et revenais la chercher plus tard. On allait passer la journée à tirer avec mes amis et montrer au fiancé d'une amie la sécurité des armes et comment tirer. Je suis secrètement titulaire d'un permis de port d'armes, mais j'en porte rarement, seulement pour chasser ou quand je vais au stand de tir. Bref, je finis par revenir chercher ma mère et je vis le gars dont elle me parlait. Il fumait simplement et nous regardait. Ma mère me tendit alors de l'argent et me demanda d'aller chercher 2-3 trucs. J'enfilai ma veste pour cacher mon holster, puis entra dans le magasin. Je remarquai qu'il se mit immédiatement à me suivre en me lançant des regards furieux et en grognant, comme s'il s'apprêtait à se battre avec moi ou quelque chose du genre. Il me suivait dans chaque rayon, alors je décidai de continuer à avancer. Je discutais de la pluie et du beau temps avec une jeune employée juste pour voir sa réaction. On aurait dit qu'il serrait quelque chose et nous fixait. L'employé se sentit mal à l'aise et n'arrêtait pas de le regarder. Je partis alors et il me suivit jusqu'à ce que je passe à la caisse. Je payai mes quelques courses et sortis. Ma mère verrouilla les portes dès que je montais dans la voiture. Je commençais à avoir vraiment chaud puisque la veste que j'avais emmenée était ma caratte bien lourde. Et alors que j'ouvrais la fermeture, ma mère eut l'air très inquiète en entendant des bruits de pas derrière moi. Je me retournai et le vis se dirigeait vers moi, puis il s'arrêta en voyant le holster. Pardon, je peux vous aider ?» je demandai, oubliant que je portais toujours mon holster. Il fila jusqu'à un vieux pick-up rouillé, grimpa à l'intérieur et attendit. Ma mère avait très peur. Je le vis allumer une cigarette et attendre. Ma mère me demanda tout de suite de venir sur le siège passager. Je m'assis et sortis mon téléphone, prêt à appeler la police. Ma mère démarra alors la voiture, mais il nous coupa immédiatement la route et s'éloigna sur la route. Un peu plus loin sur la route, on aperçut son pick-up au bord de l'autoroute. Ma mère appuya directement sur le champignon et me demanda de faire le plein pour elle une fois à la station. Je lui avais passé mon arme dans la voiture et elle avait verrouillé les portes. J'appelai son manager en cachette et lui racontai qu'un employé était agressif et menaçant. Il était sous le choc et je lui fis bien comprendre que si je revoyais cet employé ou qu'on me suivait et me harcelait, je porterais plainte contre le magasin et ses managers pour avoir laissé les employés être aussi dangereux dans leur magasin. C'était la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, puisque les managers de Walmart laissaient déjà couler le harcèlement sexuel. Mais si l'employé harcèle le client, l'employé est viré. Je remontai dans le pick-up et ma mère conduisit jusqu'à la maison. Le lendemain matin, j'avais déposé une plainte pour ce type auprès du personnel. Ils m'expliquèrent qu'il avait été renvoyé et banni du magasin, et qu'ils l'avaient menacé de le poursuivre en justice. En rentrant du boulot, ma mère avait l'air un peu plus heureuse. Elle m'expliqua que ce sale type s'était fait virer. Elle ne sait toujours pas que c'est grâce à moi, mais c'est sûrement mieux comme ça. Je m'appelle Serenity, et cette histoire s'est passée la nuit. J'étais avec mon amie, qu'on appellera Jenny. On se baladait dans un Walmart, dans une nouvelle ville qu'on visitait.
On rigolait, on s'amusait comme des folles, mais on restait attentive à ce qu'il se passait autour de nous. Je suis une personne très anxieuse et, en me retournant un moment, je vis cet homme très grand qui marchait derrière nous. Je n'y prêtais pas vraiment attention puisqu'on faisait tous des courses, je pensais juste qu'il faisait la même chose. Puis environ 10 minutes plus tard, alors qu'on choisissait des encas, le type était encore une fois derrière nous. Je commençais vraiment à m'inquiéter, contrairement à Jenny. Elle me disait que j'étais paranoïaque pour rien. Alors, je laissais couler, et on se remit à rire et à se balader. On se rendit ensuite à la section artisanale du magasin. Et en me retournant pour regarder Jenny, je vis que le même type était encore là et faisait mine de regarder quelque chose. Alors, Jenny me regarda et me dit « On va jeter un œil aux jouets vite fait ? Et peut-être au jeu aussi. » Puis, sur le chemin, elle m'expliqua qu'il fallait que j'aille chercher quelqu'un, et qu'elle allait chercher quelqu'un d'autre en même temps. Je me rendis au rayon électronique et je crois qu'elle se dirigea vers le rayon des balles et des trucs de camping. Je parlais du type à une employée du Walmart, et elle me dit qu'elle allait trouver quelqu'un pour lui demander de partir. Je ne le revis pas jusqu'à ce que je retrouve Jenny, et qu'on passe en caisse. On marcha jusqu'à notre voiture accompagné du responsable des chariots. Il discutait avec nous pour être sûr qu'on allait bien. On grimpa dans la voiture et Jenny verrouilla rapidement les portières. Elle commença à sangloter en me disant qu'on aurait dû partir dès la première fois que j'avais cru qu'il nous suivait. Je lui disais que ce n'était pas grave et que tout allait bien maintenant. Alors je commençai à sortir de ma place de parking en vérifiant autour de moi et en ne voyant absolument personne. On ne réalisa pas tout de suite, mais la voiture garée en face de la nôtre était la sienne et il était assis dedans en train de nous fixer. Je commençais un peu à paniquer, alors je sortis de ma place et m'empressai de partir. Je grillai 2 feux rouges pour essayer de le semer, mais il les grilla aussi. J'essayais de tourner un peu partout au hasard, mais je n'arrivais pas à le semer. Je demandai alors à Jenny de chercher sur Google Maps la gendarmerie la plus proche, puisqu'on était dans une nouvelle ville, et elle m'y dirigea. Une fois arrivé, on se gara sur le parking, et le type continua tout droit. Je remplissais un rapport de police et leur demandais s'ils pouvaient vérifier les caméras de sécurité du Walmart, mais ils m'expliquèrent que c'était un long processus, alors je laissai tomber et retournai dans ma voiture. Une fois de retour dans ma voiture, on entra l'adresse de notre hôtel dans le GPS, et je pris la route. Je me garai sur le parking, et je n'arrivais pas à y croire. Je vis la voiture du type à notre hôtel. Mais Jenny me disait que j'étais paranoïaque, et me disait qu'il ne savait pas où on logeait. Je laissai couler, encore une fois, et on entra dans l'hôtel. Le type était assis dans le hall d'entrée, et leva les yeux vers nous. J'étais absolument terrifiée lorsque le type commença à marcher vers nous alors qu'on attendait l'ascenseur. Le gars tapota mon épaule puis dit « Pardon mademoiselle, je voudrais savoir pourquoi vous êtes allée à la gendarmerie. Je suis un type très sympa et j'essayais juste d'entamer la conversation avec vous. » Je baissai alors les yeux sur le pantalon du gars et vis un pistolet d'un côté et un couteau de l'autre. Je me rappelais alors que j'avais mon porte-clés d'autodéfense dans mon sac à main. J'attrapais mon sac et fouillais pour trouver mon porte-clés, mais le gars me l'arracha des mains alors je voulus me mettre à hurler. Et je le fis. Juste après ça, le vigile de l'hôtel rappliqua. Je lui racontais ce que faisait le type, comment il nous avait harcelés, et il l'emmena avec lui. La police finit par arriver et on découvrit que cet homme avait été accusé d'avoir harcelé plusieurs femmes dans cette ville. Inutile de préciser qu'on fit nos valises et qu'on quitta l'hôtel 3 jours plus tôt que prévu pour rentrer à la maison. J'aurais aimé faire les choses différemment, mais j'avais 19 ans à ce moment-là et j'étais vraiment terrifiée, même si j'essayais de garder mon calme. Dans tous les cas, je suis vraiment très contente que le gars se soit fait arrêter à ce moment-là. C'est arrivé la nuit dernière et je flippe encore. Je regrette vraiment de ne pas avoir appelé la police. Je vais peut-être même aller porter plainte plus tard dans la journée. Pour vous donner du contexte, je suis une grande femme de 26 ans et j'ai 2 magnifiques filles de 3 et 5 ans. On vit au Nouveau-Mexique, dans un petit village à environ 1h30 de la ville. Voilà, on peut maintenant passer à l'histoire. Ma sœur était venue jusqu'ici nous rendre visite, alors on s'était tous rendus chez ma mère pour traîner ensemble. Bien sûr, puisque je n'avais pas vu ma sœur depuis un moment, on resta ensemble tard et on ne partit qu'aux alentours de 21h30. Sur le chemin du retour, je décidai de m'arrêter à Walmart pour acheter 2-3 trucs dont on avait besoin puisqu'on était en ville et qu'il n'y avait pas de magasin par chez nous. Mais d'abord, mes filles et moi nous sommes arrêtés pour mettre de l'essence. Je détestais y aller après 19h parce que tous les gens bizarres étaient de sortie. Mais bien sûr, il était bien plus que 19h. Je m'éclatais avec mes filles dans la voiture. On chantait et on se moquait les unes des autres sur la route vers la station. Mes filles étaient super excitées à l'idée d'y aller parce que celle à laquelle on s'arrête est très grande et il y a un grand rayon rempli de jouets que mes filles voulaient déjà aller voir. Bref,
En me garant, je sors et m'apprête à mettre mon masque quand je remarque du coin de l'œil 2 gars qui me fixent assis dans une Honda bleue argentée. L'un d'entre eux me pointait du doigt à travers le pare-brise qui n'était pas teinté. Je pouvais donc facilement voir l'intérieur de la voiture. Ils étaient arrêtés à la pompe juste derrière moi et j'étais garé juste en face de la porte de la station-service. Je n'ai pas tout de suite commencé à stresser parce que j'ai grandi dans cette ville et plus jeune, je traînais avec de très mauvaises personnes. Je connaissais donc forcément quelques mauvaises personnes. Alors je me disais qu'ils m'avaient peut-être simplement reconnu, mais c'était jusqu'à ce qu'ils sortent de la voiture. Je me tournais vers eux pour les regarder et je savais que je ne les avais jamais vus. Alors je le notais mentalement puis allais sortir mes filles de la voiture. Une fois les filles sorties, je me tournais à gauche vers la porte d'entrée de la station et je remarquai que celui des 2 qui ressemblait le plus à un voyou était juste là, le bras sous son t-shirt, là où je ne pouvais pas la voir. J'aperçus quelque chose qui reflétait la lumière près de sa ceinture. Je savais que ça ne ressemblait pas à un flingue, mais plutôt à la poignée d'un très gros couteau de chasse. Cela me perturba immédiatement. Je sentis mon corps s'envenimer et une vague d'anxiété s'abattit sur moi. Je commençais à m'imaginer le pire. Comme je l'ai dit, je traînais avec de très mauvaises personnes, et j'ai vraiment vu et vécu des choses que j'aurais préféré ne pas voir ni vivre. Mais à cause de ça, je suis paranoïaque, et j'ai tendance à être hyper consciente de ce qui m'entoure. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce que je suis petite que je ne suis pas forte. Je peux sans aucun doute donner un coup de poing, faites-moi confiance. Bref, j'attrape et serre les mains de mes filles, et les conduis à l'intérieur. Alors le gars dit « Wow, laissez-moi vous ouvrir la porte ?» Je souris et réponds simplement « merci » en continuant à le regarder, droit dans les yeux avec assurance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours tendance à examiner le langage corporel et le regard des gens plutôt que les mots qui sortent de leur bouche. Le langage corporel de ce type me paraissait agressif. J'avais ce sentiment de crainte qui m'envahissait. Je faisais entrer mes filles et à mon grand soulagement, il y avait pas mal de monde à l'intérieur. J'arrivais alors un peu à me détendre. Mes filles se dirigeaient directement vers les jouets, et je les suivais, les autorisant à regarder un instant. On attrapait de quoi grignoter, je payais pour l'essence, puis on sortait pour que j'avance ma voiture jusqu'à la pompe. Alors que je me garais et commençais à faire le plein, j'ouvrais la portière arrière pour attacher mes filles. En me penchant en avant, je regardais par ma fenêtre et j'apercevais les types qui s'approchaient rapidement. Pour je ne sais quelle raison, mon instinct naturel se déclencha et je refermai la porte. J'enlevais la pompe de ma voiture et la remettais en place, même s'il me restait encore 3 $ à mettre, mais je m'en fichais. Je faisais le tour de ma voiture pour grimper sur le siège conducteur, et en fermant la porte, je jetais un œil pour voir que le conducteur de l'autre voiture s'était complètement retourné et me fixait. À ce moment exact, je savais que j'étais dans le pétrin. Mes mains commencèrent à trembler. Je m'attachais et m'empressais de prendre la route. Je m'en fichais de me faire arrêter par un flic. En fait, j'espérais même l'être, parce que ça aurait probablement été une bonne chose. Je regardais dans mon rétroviseur intérieur en m'arrêtant à un feu rouge, et j'apercevais la voiture qui se rapprochait de moi. Le feu était rouge, mais il n'y avait aucune voiture de chaque côté, alors je décidai simplement de griller le feu, et qui l'eût cru, la voiture fit la même chose. Je suis maintenant carrément en train de flipper intérieurement. Mon aîné commence à le remarquer et me demande ce qui se passe, si tout va bien. Je lui dis que tout va bien, que je suis juste un peu fatiguée, que j'ai envie de rentrer et qu'on ira sûrement au magasin demain. Elle répond alors « D'accord ». Je ne pense qu'à quitter la ville et rejoindre la route qui ne fait que continuer tout droit pendant pratiquement 30 minutes. Si j'arrive à rejoindre cette route, je pourrai semer ces types, parce qu'heureusement pour moi, j'ai une Impala de 2014 qui appartenait à la police. Donc elle n'a pas de régulateur, mais un mode de performance que je peux activer en actionnant le bouton de contrôle de l'adhérence. Je regarde en arrière et je vois cette voiture si près de la mienne que j'ai peur qu'elle la frappe. Je vois quelque chose bouger par leur fenêtre et je réalise que c'est ce type qui tend son couteau et qui essaye de me faire m'arrêter. Pas question, bordel. Quoi? Il pense vraiment que je suis aussi stupide? Le gars commence à virer de droite à gauche pour essayer de me faire peur et je prie pour m'en sortir parce qu'une fois que j'aurai passé ce dernier virage, je n'aurai plus de réseau non plus. Je me rappelle d'une histoire sur la Southern Canada Channel à propos d'une fille qui était suivie et comment elle avait réussi à piéger la personne qui la suivait parce qu'elle ne connaissait pas toutes les routes et tous les virages. J'espérais réussir à les semer avant de vraiment atteindre la montagne qui regorge de virages serrés. Sinon, j'avais un autre plan. On atteint enfin la partie droite de la route et la voiture essaye de monter jusqu'à mon niveau à côté de moi. Alors j'attends qu'elle se rapproche et j'appuie sur le champignon. Ma voiture gagne alors très rapidement de la vitesse, mais je ne les sème pas pour autant. Ils continuent de me suivre et il ne reste qu'environ 20 minutes avant qu'on quitte la ville et je sais que les virages sont serrés et qu'il faut ralentir parce qu'il est impossible de les prendre aussi rapidement. En plus, il y a généralement des élans et des cerfs sur la route à cette heure-ci.
Je commence à pleurer à cause de la peur et du stress, parce que mes petites filles sont sur la banquette arrière. La plus jeune me demande sans cesse de ralentir, elle me dit qu'elle a peur, et la plus grande n'arrête pas de me demander ce qui ne va pas, ce qu'il se passe. Et j'essaye de les rassurer en leur disant qu'on essaye d'échapper à la méchante voiture qui est derrière nous. Bien sûr, on commence à prendre les virages, et sur quoi je tombe? Un putain d'élan au milieu de la route. Je sais que c'était une mauvaise décision, mais je n'avais plus d'autre choix. L'élan était sur l'autre voie. Il avait déjà passé la mienne, alors j'ai décidé de ne pas ralentir et de prier pour qu'il ne vienne pas vers moi. On passe à côté de lui et l'élan ne bouge pas. Je jette des regards en arrière et je vois la voiture arriver et passer avec succès à côté de l'élan à leur tour. Je crie « Putain !» et continue de rouler. On arrivait bientôt dans un village avec l'un des virages les plus serrés que je n'ai jamais pris. Il faut descendre à 10 km/h pour le prendre. Je me raccroche uniquement à l'espoir qu'ils ne reconnaissent pas cette zone ni ce virage. Et alors que je m'en approche, je relâche la pédale et ralentis jusqu'à 30 km/h sans toucher les freins pour ne pas qu'ils le voient et comprennent qu'il faut ralentir pour le virage. Je passe le virage avec succès, mais je sens ma voiture à 2 doigts de ne rouler que sur 2 roues. Mais je savais que je n'allais pas suffisamment vite pour vraiment retourner ma voiture. Je me magne le cul de sortir de là et j'entends des pneus crisser, alors je sais que ça a fonctionné. Ils l'ont pris trop rapidement, ce qui me laisse assez de temps pour les semer. J'arrive dans un deuxième petit village et je tourne dans une rue puis directement sur un petit chemin avant de couper mon moteur et mes phares. J'arrive à trouver mon téléphone et Dieu merci, j'ai 2 barres de réseau, largement suffisant pour appeler le père de mes enfants et lui raconter ce qui se passe. Il me dit qu'il arrive tout de suite et alors que je suis au téléphone, je vois la voiture passer. Je préviens le père des enfants pour qu'il sache qu'ils vont dans sa direction. Je suis assise là, à essayer de calmer mes enfants, mais je n'y arrive pas, parce que je pleure et je tremble tellement que je n'arrive même pas à garder les mains sur le volant ou à tenir mes clés. Le temps était si long, mais la voiture ne repassa jamais à côté de nous. J'étais encore tellement nerveuse et j'attendais que le père des enfants arrive. Il arriva enfin et me demanda de me calmer et de le suivre de près jusqu'à la maison, qui était à encore 7 km d'ici. Je le suivis et on ne revit pas la voiture. On rentra sain et sauf à la maison. J'allais mettre les enfants au lit et je racontais tout ce qu'il s'était passé au père de mes enfants. Il décida de rester dormir ici pour qu'on se sente en sécurité. Je n'ai pas encore réussi à dormir parce que je suis encore tellement perturbée à cause de tout ça. Je n'arrête pas de penser à ce qu'il se serait passé s'il nous avait attrapés ou trouvés où j'habitais. Qu'est-ce qu'il nous aurait fait, à mes filles et à moi? Et comment j'aurais pu m'échapper avec mes enfants? Je pense vraiment ne plus quitter la maison pendant un moment. Je suis heureuse qu'on soit vivante et en sécurité. Mais voilà un message aux 2 voyous cinglés qui nous ont suivis. J'aurais tellement aimé que vous ayez tapé cet élan et eu un accident. Allez vous faire foutre. Je ne veux plus jamais vous revoir. Je suis encore tellement secouée et mon cerveau est embrumé à cause du manque de sommeil et de l'adrénaline. Faites attention à vous dehors. Les gens sont fous et vous ne pouvez pas savoir qui vous prendra pour cible ni pourquoi. Soyez attentifs à ce qui vous entoure et fiez-vous toujours à votre instinct. Si comme moi vous avez des enfants, faites tout ce qu'il faudra pour les protéger. Prenez-les dans vos bras aussi souvent que possible et rappelez-leur toujours à quel point vous les aimez. S'il vous plaît, faites attention à vous. Il y a quelques années, je cherchais du boulot parce qu'il était enfin temps que je trouve du travail. Un jour, alors que j'envoyais des CV en ligne, je reçus un appel de mon ami Josh. Je lui expliquai que je cherchais du travail et c'est alors qu'il me demanda « Pourquoi tu ne viens pas bosser avec moi ?» Josh travaillait dans l'un de ces motels pas chers et j'étais presque sûre qu'il était payé au SMIC, mais un boulot était un boulot. Je lui demandais ce qu'il fallait que je fasse pour être embauchée et il me dit de simplement venir au motel et de déposer ma candidature. Il m'expliqua qu'il cherchait justement quelqu'un et que si je le notais comme référence, j'aurais sûrement le job assez facilement. Alors je suivis son conseil et le jour suivant, je me rendis au motel. C'était la première fois que j'y allais, et c'était vraiment aussi miteux que mon ami me l'avait décrit. Mais avec 50 $ par jour ou 250 $ par semaine, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à du luxe. Je rentrais dans l'accueil du motel, si on peut vraiment appeler ça ainsi. C'était essentiellement l'une de ces pièces de motel, avec le genre de porte qui est coupée en 2 pour qu'on puisse n'ouvrir que le haut si on le voulait, et au lieu d'un numéro de chambre, il y avait écrit « Accueil » dessus dans des lettres en plastique collées en stickers. À l'intérieur du bureau se trouvait un homme d'âge mûr assis à un bureau qui était en fait une petite table pliante recouverte de paperasse. Après m'avoir demandé ce qu'il pouvait faire pour moi, je lui expliquai que j'étais l'ami de Josh et que j'étais venu poser ma candidature. L'homme avait l'air plutôt enthousiaste et me raconta que Josh l'avait prévenu que je viendrais. Après 30 secondes de recherche dans sa paperasse, il trouva enfin un dossier de candidature et me le tendit. 30 secondes de plus tard, il me trouva un porte-bloc.
La candidature était très courte et simple. C'était un de ces formulaires génériques avec un recto seulement qui demandait les informations les plus basiques. Après avoir passé 3 minutes à écrire et cocher des cases, je tendais à nouveau la candidature vers l'homme. Il semblait ne prendre que quelques secondes à regarder ce que j'avais écrit, puis me demanda si j'avais de l'expérience dans ce type de métier. Je lui répondis que non. Il me demanda alors mes disponibilités et m'expliqua comment et combien je serais payé. Et c'était tout. 3 minutes pour remplir ma candidature et environ 1 ou 2 minutes d'entretien, et il me demanda quand est-ce que je pouvais commencer. Je lui répondis que je pouvais commencer dès qu'il le voulait, ce qui le rendit visiblement très heureux. Et il m'expliqua que sa femme et lui partaient bientôt en voyage et qu'il devait me former avant son départ. On se mit d'accord pour commencer la formation le lendemain matin. Je le remerciai, on se serra la main et je partis. J'appelai Josh sur le chemin du retour pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui dire que je commençais le lendemain matin. Vint donc le jour suivant. J'étais un peu nerveux, mais avoir rencontré mon patron la veille me détendait un peu. Il avait à la fois l'air mal à l'aise et décontracté, mais il me mit plutôt à l'aise de manière générale. Je découvris pendant mon premier jour que ma formation allait être un peu accélérée parce que le propriétaire partait dans seulement 3 jours pour son voyage. De manière générale, ce n'était pas une affaire très compliquée à gérer, mais il y avait tout de même beaucoup à apprendre en très peu de temps. Vérifier les clients, les allées et venues, remplir tout un tas de formulaires, traiter plusieurs types de paiements, nettoyer les chambres d'une manière spécifique, résoudre certains problèmes, etc. Après les 3 jours de formation, je devais faire un service avec mon ami Josh, et après ça, j'allais être complètement seule. Le service avec Josh m'aida beaucoup au niveau de mon assurance, puisque tout se passa comme sur des roulettes, et je n'avais que très peu demandé son aide. Le service suivant, je travaillais seule. Je devais travailler de nuit puisque le motel était ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Josh m'assura que c'était le service le plus facile et que la plupart des services de nuit consistaient à tuer le temps. Il pouvait occasionnellement y avoir une personne qui cherchait une chambre au milieu de la nuit ou un client occasionnel qui avait besoin de quelque chose, mais ça restait quand même plutôt calme. Bien que Josh m'ait dit qu'il serait au lit pendant la plupart de mon service, il m'expliqua qu'il garderait son téléphone près de lui et que je pouvais l'appeler si j'avais un problème. Cela me donna suffisamment d'assurance pour que je me rende au boulot ce soir-là sans trop d'inquiétude. Les quelques premières heures passèrent sans que quoi que ce soit d'important ne se passe. J'avais reçu un appel d'une femme qui me demandait si on avait des chambres de libre. Je lui répondis que oui et elle m'expliqua qu'elle rappellerait dans pas longtemps. À part ça, je continuais à tuer le temps sur mon téléphone. Vers 2 heures du matin, j'aperçus une voiture se garer sur le parking. Un homme en sortit et commença à regarder autour de lui. Une fois qu'il vit où se trouvait l'accueil, il s'en approcha. Il avait l'air un peu débraillé, mais rien ne paraissait étrange. Il entra dans le bureau et commença à regarder un peu partout, comme s'il ne savait pas vraiment où il se trouvait. « Bonjour monsieur, je peux vous aider ?» lui demandai-je. Ses yeux croisaient enfin les miens, et il me fixa de façon un peu embarrassante pendant quelques secondes, avant de dire « Une chambre ». Je lui demandai s'il avait seulement besoin d'une chambre simple pour la nuit et il répondit seulement en hochant la tête. Je lui tendai un formulaire à remplir et lui demandai sa carte d'identité et sa carte bancaire, ce qu'il me donna. Alors que j'entrais ces informations dans le système, je remarquai des mouvements inhabituels dans mon champ de vision. Je relevai les yeux vers l'homme qui semblait essayer d'écraser et de chasser une sorte de mouche invisible. Je fis de mon mieux pour ignorer son comportement étrange et prétendais n'avoir rien vu. Je finis d'enregistrer l'homme, le remerciai et lui tendis sa clé. Il me regarda pendant un moment, puis s'en alla. Je trouvais ça très étrange, mais je laissai couler et me remettais à jouer sur mon téléphone. Quelques minutes plus tard, le silence qui m'entourait fut soudainement interrompu. J'entendis des cris distants, et même si je ne comprenais pas ce que la personne disait, je comprenais qu'elle se rapprochait de plus en plus de moi. En un rien de temps, l'homme étrange réapparut dans le bureau. Il avait l'air très agité et me hurlait dessus en me disant qu'il n'arrivait pas à entrer dans sa chambre. Il commença à crier des choses comme « Je peux pas entrer dans ma chambre! Pourquoi vous voulez pas que je rentre dans ma chambre ?» Le niveau d'hostilité de l'homme m'intimidait légèrement, mais je m'excusai gentiment et de manière professionnelle auprès de lui. Je l'assurai qu'il y avait dû avoir une erreur et que j'allais lui donner une autre clé pour entrer dans sa chambre. Il sembla se calmer un peu. Il arracha la clé de ma main et sortit du bureau en fureur. Encore une fois, hostile. J'étais quasiment sûre que je lui avais donné la bonne clé, mais je priais pour avoir fait une erreur maintenant résolue. Je restai tendue pendant les minutes qui suivirent, à attendre que l'inévitable arrive et bien sûr, il arriva. L'homme entra en trombe dans le bureau plus vite que je ne le pensais et me hurla à nouveau dessus parce qu'il n'arrivait pas à entrer dans sa chambre.
En le voyant arriver, je m'enfermai rapidement dans l'arrière-boutique. Je savais qu'il m'avait vu mais j'étais terrifiée. Il commença à tambouriner la porte en exigeant que je le laisse entrer. Il se mit à faire les 100 pas dans tout le bureau et à divaguer comme un fou. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il disait, mais je l'entendis bien dire « Tue-la, il faut bien que quelqu'un la tue !» Je n'avais aucune idée de quoi ou de qui il parlait, mais puisque j'étais un homme, je m'imaginais au moins qu'il ne parlait pas de moi. Il recommença éventuellement à tambouriner la porte. Je lui disais que j'étais au téléphone et que je sortais dans 1 minute. Je sais qu'à ce moment-là, j'aurais dû appeler la police, mais je ne voulais pas en arriver là pendant ma première nuit seule. Ça aurait aussi perturbé mon patron pendant son voyage. J'expliquais à l'homme à travers la porte que j'allais l'accompagner jusqu'à la chambre et essayer d'ouvrir la porte, et que si je n'y arrivais pas pour une raison ou une autre, je lui donnerais une autre chambre. Il sembla se calmer suffisamment pour que je décide d'ouvrir la porte. Je récupérai la clé et on se dirigea vers la chambre. Je marchais devant l'homme et me retournais pratiquement à chaque seconde tellement je n'avais pas confiance en ce type et j'anticipais presque une agression. Une fois arrivé à sa porte, je remarquai qu'il n'était plus derrière moi. Il était quelques portes plus loin, devant une autre chambre. Il pointa la porte du doigt et me demanda si j'allais essayer de l'ouvrir. C'est alors que je compris quel avait été le problème depuis le début. Ce type, dans l'état dans lequel il était, essayait d'entrer dans la mauvaise chambre depuis tout ce temps. Cela expliquait pourquoi les 2 clés que je lui avais données ne fonctionnaient pas. Je lui expliquai aussi poliment que possible qu'il était à la mauvaise chambre. Il avait l'air sincèrement confus, mais lorsque j'ouvris la porte de sa chambre et la pointa du doigt, il comprit enfin ce qu'il se passait. Je m'approchai de la porte et lui tendai la clé. Il entra puis ferma la porte. Je me dépêchai de retourner au bureau et n'eus aucune autre nouvelle de ce type. En revenant travailler la nuit suivante, l'homme était déjà parti et je ne le revis jamais. J'ai travaillé à ce motel pendant presque 1 an au total. J'ai eu beaucoup d'expériences étranges, mais celle-ci était définitivement la plus effrayante.